Bonjour. Monsieur le directeur du réseau de l'AIF, Monsieur Jean-François Lancelot, professeur Walid Ammar, qu'on a le plaisir d'accueillir ici chez nous au Maroc, online, qui est accompagné avec Thomas. Bonjour, Monsieur Thomas. Professeur, bien sûr que vous connaissez, professeur Abdelmoula El-Shah, docteur Agnès Souka, honorable assistante, mesdames et messieurs. Le réseau des établissements francophones en santé publique est un réseau qui a vu le jour grâce aux efforts fédérés de plusieurs institutions de santé publique, offrant ainsi à la francophonie une expertise internationale et pluridisciplinaire grâce à l'appui incontournable de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Ce réseau a pour mission essentielle de questionner, réfléchir et répondre à des questions de santé publique. Il s'agit pour nous, membres du réseau, de guetter le contexte actuel et d'apporter soutien et encouragement institutionnel pour jalonner le développement de plusieurs travaux en santé publique, des travaux à caractère interdisciplinaire qui se situent aux frontières de plusieurs disciplines de recherche médicale, paramédicale, épidémiologique, de sciences humaines, sociales, économiques, de gestion, etc. Et ça dans le but ultime de répondre pertinemment aux enjeux publics et complexes de la santé. Notre réseau vise à développer des pratiques d'excellence dans le domaine interdisciplinaire de santé publique et contribue à la diffusion de la culture en santé publique à ses différents membres. Avant de terminer, donc pour ne pas monopoliser la parole, je remercie le Liban qui s'est porté volontaire pour organiser ce premier webinaire, qui est le premier d'un certain nombre de webinaires qui sont organisés par d'autres pays de notre réseau. Et je ne termine pas mon allocution sans remercier toute l'équipe technique qui a contribué et qui contribue toujours à la réussite de cet événement, donc sur le plan technique. Et je donne la parole à monsieur le professeur Abdelmoula El-Shah, donc pour intervenir. Merci beaucoup. Mais avant que je prenne la parole et que je présente le sujet, éventuellement, si le directeur de l'AUF désire donner un mot, évidemment, à partir de Paris, évidemment, il est plus que bienvenu. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Lancelot, je vous cède la parole et puis je reprendrai après. En tout cas, ça me fait plaisir de vous connaître, même si c'est à distance, monsieur Lancelot. Oui, ben moi aussi. Effectivement, je suis très content de participer à l'ouverture de votre webinaire. Pourquoi? Parce que j'ai participé à la création du réseau des établissements francophones en santé publique, plus communément appelé le REFESP. Et c'est tout un honneur pour moi de participer aux premières activités de ce réseau. Ce réseau, nous l'avons constitué donc en mars 2021, donc en plein Covid, avec Laurent Chambaud, qui était le président de l'EHESP et qui s'était désigné comme président tout au début de ce réseau. Et je suis très heureux de rencontrer donc son nouveau président, Dr Chefi, enchanté. Et je suis aussi très heureux de savoir que voilà, l'activité commence, bien que nous n'étions pas inquiets sur les ambitions et les actions de ce réseau, puisqu'effectivement, il répondait à un véritable besoin. Pour la petite histoire, ce réseau, cette idée de réseau des établissements francophones en santé publique est née en
en 2018 à un colloque que nous avions organisé à Bruxelles, notamment, qui était intitulé sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans les politiques de santé publique. Et à l'issue de ce colloque, qui avait duré 2 jours à Bruxelles, eh bien, la grande recommandation était de construire un réseau d'établissements en santé publique, justement pour répondre à un certain nombre de besoins, et notamment pour répondre à des besoins qui n'avaient pas ce type d'établissement, et comment justement ce réseau pouvait les accompagner à mettre en place des formations et des établissements. Donc, je suis très heureux que ce réseau, bien justement, commence son activité autour d'un webinaire sur la structuration et la gouvernance des systèmes en santé dans un contexte de crise aiguë. L'AUF a appuyé le lancement de ce réseau bien déjà en participant au financement de son site internet, que vous connaissez certainement, mais aussi des premiers projets qui ont été lancés, et le REFES avait déposé un projet de création de plusieurs modules de formation en administration et de gestion des services en santé. Donc ce projet a été retenu par le conseil scientifique de l'AUF, et donc les équipes du REFES sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour développer ces modules. Donc voilà, le réseau, on va dire, commence ses premières activités, et à l'AUF, nous sommes très fiers d'avoir ce réseau parmi les 28 réseaux disciplinaires que compte l'AUF. Juste pour revenir un petit peu, et après j'en terminerai là, sur la stratégie de l'AUF, la santé est au cœur de la stratégie 2021-2025 de l'AUF. Ces réseaux aussi, puisqu'aujourd'hui, le recteur Slim Kalbouz a souhaité à ce que les réseaux universitaires de l'AUF, qui comptent parmi les 1000 établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie, soient au plus proche de sa stratégie en associant les réseaux universitaires au plus proche des décisions stratégiques, en les faisant participer à ce qu'on appelle chez nous le conseil des réseaux, qui regroupe 10 réseaux, dans lequel effectivement fait partie le REFES. Le REFES pas directement dans ce conseil, mais dans le pôle santé qui a été constitué et qui représente l'ensemble des réseaux dans le domaine de la santé, dans ce conseil des réseaux. Et puis un dernier point aussi, la participation de ces réseaux santé, dont le REFES, à nos assises de la francophonie scientifique. La 2e édition a eu lieu au Caire fin octobre, et nous étions ravis d'avoir la participation du REFES, associé à la Conférence internationale des doyens de facultés de médecine et celle de pharmacie, pour animer, organiser nos assises de la francophonie scientifique. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je vous souhaite de très bons travaux, j'espère qu'ils seront fructueux, et je ne pourrai pas rester plus longtemps à ce webinaire parce que j'ai des impératifs après, mais quoi qu'il en soit, j'étais très heureux de participer à l'ouverture de ce webinaire. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, Monsieur Lanceau. Je vais essayer d'être le modeste porte-parole du président Cherifi pour dire merci. Je sais que Monsieur Cherifi, pour avoir discuté avec lui, est un ferme partisan de la diplomatie sanitaire. On discutait, il me disait, si on n'est pas tous ensemble en train de travailler, la résilience est un vain mot. Et ça arrive. C'est le Liban ou c'est parti ou c'est... Non, c'est à l'instant, ça a l'air d'être chez nous. Je crois qu'il y a une petite coupure. On va commencer ce webinaire. Je vois, bon, je me disais, on va être dans un amphithéâtre où il y aura 3 personnes. Et puis, c'est très bien, parce que je suis un peu timide. Et puis, je me suis dit, je suis d'autant plus timide que je ne suis pas un spécialiste de la santé. Et je tiens à le préciser parce qu'on a avec nous des professeurs, on a avec nous le directeur d'un institut qui traite de la santé, des étudiants de la santé. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la santé. Donc, la seconde question ensuite, c'est qu'est-ce que je fais là? C'est une bonne question. Donc, actuellement, je suis un professeur spécialiste de management stratégique. En gros, ce que je sais faire, enfin, ce que j'essaye de faire,
c'est de monter, de remonter et de démonter des systèmes pour essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec mon équipe et moi, avec le système de santé libanais. Essayer de comprendre quelles étaient les ressources, quelles étaient les dynamiques, pourquoi elles se sont faites. C'est une approche généralement que vous n'utilisez pas dans le monde de la santé, semble-t-il. Et il semble qu'il y a des angles, ça a ouvert des angles intéressants. Et c'est un peu de ça dont on va discuter. Pourquoi ce titre un peu alambiqué? Je parle de soigner le plus grand nombre grâce à l'action collective. En fait, c'est la définition quelque part de la gouvernance collaboratrice. Et on pourrait, en anglais, on dirait it's the health of many for the many. C'est un peu la traduction. Et le premier déclencheur de cette étude a été évidemment la crise du Covid. On est passé par une crise, malheureusement au Liban, et on le verra, c'est une crise parmi d'autres crises. Mais pour un pays comme votre pays, comme la plupart des pays, c'est tout de même une crise majeure qui a atteint les systèmes de santé. Alors, il y a des systèmes de santé, et nous avons des exemples, on pourra en discuter éventuellement, d'hôpitaux qui ont été abîmés par la crise du Covid. Et puis, il y en a d'autres qui ont continué à fonctionner plus ou moins normalement, et d'autres qui ont très bien fonctionné avec des systèmes qui se sont adaptés. Quand on veut, chez moi, dans ma spécialité, quand on veut qualifier ces systèmes, ça ne marche pas. Attendez, je vais finir par trouver comment... Bon, si au lieu de jouer aux jeunes... Attendez, il faut juste que je vois laquelle. Ben voilà. Dans mon domaine, quand on veut évoquer une situation comme ça, on parle de résilience. On est en train de... Voilà. On est en train de dire, et la résilience, généralement, tous les systèmes de santé, si vous pensez au système de santé dans votre pays, c'est un peu ça. La première chose, c'est absorber le choc. Et puis ensuite, si ça dure un peu plus longtemps, on va essayer de s'ajuster. C'est une capacité adaptative. Et dans certains cas, et on l'a vu notamment au Brésil, le système va se transformer, ou l'hôpital va se transformer. Donc, on est plutôt dans de la résilience transformative. Et évidemment, comme je vous le disais, ça dépend beaucoup de l'intensité du choc et de la nature du choc et de l'intensité du changement. Donc, on a un lien, plus le choc est puissant, plus il est violent, plus il dure, plus on est obligé de s'adapter, de changer, ce qui est assez logique. Le problème, je pense, et vous le savez tous beaucoup mieux que moi, le Covid n'est qu'une crise parmi les crises futures. On nous prédit un avenir, vous les jeunes, qui n'est pas très, très rose. Et il y a cet institut qu'on appelle le World Economic Forum. Tous les ans, ils font une projection sur les risques. Et là, voilà, à moyen terme, voilà ce qu'ils prévoient. Le type de risque qu'ils prévoient, le type d'événement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ils se disent, bon, faites attention parce que il y a des risques économiques, environnementaux, géopolitiques, sociétals, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce tableau pour nous, c'est de se dire à un moment donné, tous ces risques, finalement, ne dépendent pas de nos cœurs de métier. C'est-à-dire, ce n'est pas le propos d'un système de santé de parer à des risques géopolitiques ou de parer à des risques sociétaux, etc. Et ça crée une situation très bizarre, parce que finalement, vous ne pouvez faire ce que les Américains appellent le crisis management, que quand vous pouvez identifier la crise et la nature du risque. Or, dans ce cas-là, on est complètement aveugle. On est dans une situation, pour être un peu pédant, où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, parce que ce n'est pas notre domaine de recherche. Et on est en train de nous dire, finalement, à l'avenir, ça va arriver de plus en plus. Et c'est là où intervient M. Chrifi, le cas du Liban. Parce que M. Ammar et son équipe ont dû naviguer, en tous les cas, entre 1990 et 2018, et on parlera d'après le 2018, à travers nombre de risques qu'ils ne pouvaient pas prévoir, qui ont été des guerres avec Israël, il y en a eu 3, qui ont été des crises politiques. On n'a pas de président maintenant, la dernière fois où on n'avait pas de président, ça a duré pendant 2 ans et demi. Donc, on a une façon un peu compliquée, disons, au Liban d'approcher ce genre de trucs, des risques sociaux, etc. Et malgré tout, le système a réussi à se développer. Et quand on parle à M. Ammar, il nous dit oui, ou plutôt quand on regarde les documents du ministère de la Santé, il nous dit oui, mais ça, c'est à cause de la gouvernance collaborative. Donc, il ne faut pas être grand clair pour dire ah tiens, il y a sans doute un lien entre la résilience et la gouvernance et automatiquement le type de structure. Maintenant, gouvernance est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est un problème de gouvernance. Oui, il faut voir la gouvernance. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être utile pour nous de préciser un peu ce qu'on veut dire par gouvernance. Donc,
Tout bêtement, c'est la solution, c'est ce qui est le plus simple, c'est l'acte ou le processus de gouverner ou de superviser le contrôle ou la direction de quelque chose. Bon, j'ajouterais quelque chose pour quelque chose, c'est-à-dire que la gouvernance dans l'absolu n'a pas de sens. C'était uniquement pour gouverner des systèmes, ça n'a pas de sens. Il faut gouverner le système dans un sens défini. Et puis, quand on approche la gouvernance des systèmes de santé, évidemment, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit la gouvernance en santé est l'acte ou le processus de gouverner ou de superviser le contrôle de la direction, c'est la même chose. Des systèmes de santé dans la poursuite de la santé en tant que partie intégrante du bien-être. Donc, voilà un peu où on se situe. Et pour arriver à cet objectif, en fait, généralement, on a trois façons de faire. Il y a ce qu'on appelle le management public classique. On dit c'est trop bureaucratique, ça marche pas trop, c'est trop centralisé. Et puis, au tournant des années 1990, avec le déploiement du néolibéralisme, on s'est dit, attends, mais ça marche pas trop, donc on va faire comme les entreprises. On va injecter de l'entreprise dans le système public. Ça a nous donné le New Public Management, le nouveau management public, en se disant on va mettre des performances, des KPIs. Je pense que vous connaissez un peu ça. Et puis dernièrement, depuis quelques années, on est en train de dire non, il y a autre chose à faire. Il faudrait peut-être voir toutes les parties prenantes et puis les inclure dans la production du bien public. Et c'est ça dont on va parler. Et on va parler en utilisant l'exemple de mon pays. Je ne sais pas si vous connaissez, il est petit, il est tout petit. Et puis, il est bordé par deux voisins qui sont assez puissants. Par moments, ils sont un peu embêtants. Être bordé par Israël, c'est pas rose tous les jours. Être bordé par la Syrie, bon, ces temps-ci, ils sont un peu occupés à l'interne. Mais de temps en temps, quand ils regardent chez nous, c'est pas très agréable. On a pris notre indépendance en 1943. C'était un accord avec la puissance coloniale en disant, bon, on va leur donner l'indépendance, merci. Je pense qu'on a eu 3 blessés, puis on se dit, ouais, c'est les héros de l'indépendance. C'est pas exactement de la façon dont ça s'est passé chez vous. On a une population aujourd'hui, elle fait environ 6 millions. Et ce qui est important là, c'est de dire tout de même, il y a 1 500 000 de réfugiés. Je pense qu'on est sur le ratio réfugiés-population le plus haut du monde. Et là, il y a tout de même à saluer la performance sanitaire du système libanais qui a pu absorber tout de même ces réfugiés et les soigner et leur donner les soins adéquats en dépit de tous les problèmes. Et puis, on est un pays de crise, c'est-à-dire 1975-1990, c'est la fin officielle de la guerre civile. On a passé 15 ans à se tirer dessus, à se bombarder. Et puis ensuite, après ça, 2019, je reviendrai, il y a eu des guerres, des escarmouches avec Israël, au moins trois conflits majeurs. Il y a eu des conflits internes, de l'instabilité politique, des manifestations, etc. Et malgré ça, c'est pour ça que je suis arrivé à 90, malgré ça, à un moment donné, je suis tombé sur ce tableau en me disant, non, il y a une erreur. On ne peut pas, nous, le Liban, être 30e au monde. En 1990, à la sortie de la guerre civile, je vais le raconter, tout était détruit. Il n'y avait pas de service public. Les hôpitaux avaient été pillés. 1/3 du stock d'hôpitaux publics avait été détruit. Et puis on regarde ça, 2017, on est 30e au monde. Et ça a été en fait le déclencheur de cette étude. C'est de dire, attends, comment ils ont fait? Donc l'idée, c'est de comprendre comment on a pu structurer en l'espace d'une vingtaine d'années un système de santé qui s'est avéré être dans le top tiers des meilleurs étudiants, professeurs, c'est tout aussi intéressant. 1990, on a une crise, et je vais en parler un peu plus de détail, mais surtout une crise économique et financière. Juste pour vous donner une idée, pour que vous mesuriez un peu la chose, en 2019, j'ai acheté 1 kilo de pain à 500 livres libanaises. Aujourd'hui, la dernière fois où je suis rentré à Beyrouth, j'ai acheté le même kilo de pain à 17 000 livres libanaises. On échangeait le dollar contre 1500 livres libanaises. On l'échange aujourd'hui contre 41 000 livres libanaises. Donc, ça donne un peu la dimension de la crise financière. Et avec ça, le système sanitaire s'est abîmé. Et je vais essayer de le raconter aussi. Maintenant, pour poursuivre cette étude, ce qu'on a fait avec mon équipe, c'est ce qu'on appelle d'une façon très
prétentieuse. Une analyse processuelle longitudinale d'évolution du système, ça fait sérieux. En fait, ce que ça veut dire, on prend l'histoire, on la saucissonne, on la met en période dans morceaux et on étudie chaque morceau, on essaye de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu un changement. Ce que je vais faire, c'est essayer d'aller très vite sur un historique un peu du système de santé libanais. Donc, quelque part, c'est aussi du Liban, des crises libanaises. On va parler évidemment de la structuration de ce système et des enseignements qu'il y a à tirer. Et c'est là où on va rentrer dans un dialogue. Et moi, j'attends avec impatience ce dialogue avec M. Chifi, M. Ammar, Mme Soukat. C'est juste essayer de comprendre un peu et d'avoir vos éclairages mais vraiment vos éclairages en tant que spécialiste de la santé, sur un phénomène que moi, je décris tout de même un peu techniquement. Et puis ensuite, je vais parler des futurs du système de santé libanais. Et ça, je pense que le S est important, parce qu'on est à la croisée des chemins. C'est une question de scénario, de se dire où on va aller et comment on peut faire pour ne pas aller où on n'a pas envie d'aller. Et je pense qu'éventuellement, c'est peut-être là où votre pays, les autres pays sont concernés. On nous dit qu'après la Covid, on est à un tournant sur les systèmes de santé, sur les organisations, la façon de manier la chose publique. Donc, c'est une bonne question, je pense, éventuellement, de voir où est-ce qu'on peut aller. Donc, on commence par une première phase qui est le système libanais, l'ascension du système libanais. C'est en gros l'histoire de mon pays. On a eu notre indépendance. Jusqu'à 1975, ça s'est pas trop mal passé au Liban. Dans la région, c'était un peu agité. Il y a eu tout de même 3 guerres avec Israël. Nous, le seul événement marquant qu'on a eu au Liban, ça a été une crise politique et le président de la République de l'époque, Chamoun, a demandé l'intervention des Américains. Ils ont envoyé une barge, 10 soldats qui sont descendus sur une plage. United States, on est là. Et puis on est dit, OK, on ne veut plus jouer, c'est fini, c'est bien comme ça. Donc en gros c'est ça. Mais c'est l'époque, je m'excuse, je suis un peu ironique, j'essaie d'être léger parce que c'est des événements qui sont tout de même assez dramatiques, surtout les guerres avec Israël, la Palestine, les questions qui ressortent de la Palestine, etc. Mais pour le Liban, ça a été quelque part l'âge d'or du Liban, jusqu'en 1975. C'est au moment où on a sorti le Liban et la Suisse du Moyen-Orient. Vous avez sans doute entendu parler de cette période. Toute la région était en ébullition, nous on était stable. Et puis on parlait de Beyrouth comme étant le Paris du Moyen-Orient. C'est un peu, quand je parle avec vous, c'est un peu l'image qui vous est restée du Liban. Et puis, quelque part, c'est très bien, c'est une image qui est assez positive. 75 est sans doute un tournant majeur. C'est le début d'une guerre civile, la guerre civile qui va durer tout de même longtemps. Ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est qu'on a eu une intervention syrienne qui est venue pour pacifier le pays et puis qui est restée installée tout de même pendant un bout de temps. Et puis les Israéliens se sont dit, tant qu'à faire, on va rentrer au Liban, on va essayer un peu de se débarrasser de l'OLP et de tous ces Palestiniens armés qui nous embêtent à partir du Liban. Donc on a eu une invasion israélienne qui a duré tout de même 3 ans. Ça a été extrêmement brutal. En 1990, c'est la fin officielle de la guerre civile. Ça a été extrêmement coûteux pour mon pays. On a eu officiellement 140 000 personnes tuées, il y en a sans doute plus, pratiquement 200 000 blessés, 800 000 personnes déplacées et pour quelque chose comme 25 milliards de pertes matérielles en infrastructure. Et c'est là, à un moment donné, où la reconstruction commence. Et M. Hammer, avec qui on va discuter, intervient pratiquement à ce moment où on a un nouveau président du Conseil qui se dit on va reconstruire le pays et qui met en marche la reconstruction du pays. On n'est pas en politique, on ne va pas commenter le pourquoi et le comment, on va juste constater qu'effectivement, ça a permis du développement, notamment le développement du système de santé. Après ça, on a eu 3 guerres avec Israël. On a eu surtout l'assassinat de M. Habibi, le président du Conseil de l'époque. Ça a entraîné, un des effets a été le retrait de la Syrie du Liban. En dépit de ces événements qui sont à nouveau très dramatiques, c'est un peu le phénix libanais. Le pays se développait, on vivait bien, le niveau de vie était bien. Si vous allez à Beyrouth, vous vous rendrez compte qu'à Beyrouth, malgré tout le drame des situations, la population continue à sortir, à aller au restaurant, etc. Donc
C'était une période qui est plutôt une période de prospérité. Et puis, il y a eu la crise bancaire et financière. Et là, bah, tout a commencé à s'écrouler. Y compris, et j'expliquerai pourquoi, y compris le système de santé. Donc, on va reprendre cette trame générale et on va essayer de plaquer dessus l'évolution du système de santé pour voir un peu comment il a évolué et pourquoi il a. Donc, on a l'indépendance. L'indépendance, on est en train de sortir du mandat français, on décide de créer un ministère de la Santé et des Affaires sociales, on met en place, et c'est important, on met en place un réseau d'hôpitaux publics, on met en place un réseau de centres de soins primaires, et puis en parallèle, on commence à développer des centres de soins privés, et il y a un début de coopération entre le privé et le public, c'est-à-dire que le public délègue, mais je pense que ça doit être sans doute la même chose chez vous, pour certaines opérations très spécifiques, ben, on envoie les patients dans le privé, et puis c'est le public qui paye pour le patient. Si on mesure ça à l'ordre du budget de l'époque du ministère, ces patients qui allaient dans le privé représentaient 10% du budget du ministère, ce qui était tout à fait acceptable. Il n'y a pas vraiment de documentation sur le type de gouvernance qui était mise à l'époque, mais on peut très bien imaginer, on sort du mandat français, on prend comme exemple la France et ses structures, parce qu'on n'avait pas de structure avant, donc sans aucun doute, on a mimé le système français qui était à l'époque très directif, top-down, donc on se retrouve dans du management public classique qui consiste en gros à inspecter, contrôler, centraliser, et le ministère se trouve être le noyau d'un réseau d'activités qu'il est en train de gouverner et de commenter directement. Puis on a la guerre civile. Et là c'est assez dramatique, et pour le Liban et pour le système de santé, parce que les structures s'écroulent radicalement. Je fais partie des personnes qui a vécu cette période en étant au Liban. Ah ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ministère, il n'y a plus de service public, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les infrastructures sanitaires ont été bombardées. Je vous dis, un tiers a été détruit par des bombardements. Le reste a été pillé. Il n'y avait personne pour empêcher les pillages. Donc là, on a vraiment un secteur de santé qui s'écroule. Et puis, en parallèle, il y a un développement du secteur privé. Il y a ce qu'on appelle des entrepreneurs de la santé qui disent, hop, il y a une occasion, il y a de l'argent à faire. Et ils se mettent à construire des hôpitaux. Et l'idée derrière tout ça était quelque part, on va pouvoir profiter des subsides du public qui vont payer pour avoir la population se soigner chez nous. Il n'y a plus de public, il n'y a plus d'installation publique, donc ça va être lucratif. Et puis le calcul était bon, parce qu'effectivement, quand on regarde les budgets, quand on continue à regarder les budgets, je pense, M. Hamas, si je ne me trompe pas, ça a été multiplié par 7 ou 8. C'est-à-dire la part du budget du ministère de la Santé qui était consacrée à quelque part subventionner le privé à travers le paiement des factures était quelque chose d'absolument énorme. Et automatiquement, on est un pays très mercantile, on a des intérêts financiers, automatiquement, on a eu des lobbies qui se sont établis, qui sont des lobbies politico-militaires, confessionnels, pour protéger en fait les intérêts, parce que tout le monde faisait de l'argent. Donc, il n'y avait aucune raison de laisser ça libre. À nouveau, je schématise beaucoup, M. Hamar, parce que j'ai un quart d'heure, donc j'essaie juste de donner une impression, mais vous êtes absolument le bienvenu pour commenter et m'arrêter et dire non, là, Abdelmoula, tu dis une bêtise, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous êtes, comme on dit au Maroc, marhaba, vous êtes le bienvenu pour ça. Et j'ai une dame qui me dit qu'il faut que je me presse, parce que là, je vais aller très, très vite. Donc, et puis, il y a aussi autre chose qui est apparue, c'est une expansion du rôle des ONG. C'est-à-dire, les organisations internationales se sont mis à agir au Liban pour la santé publique à travers des ONG qu'ils ont établies. Et par la même occasion, les partis politiques se sont dit, c'est pas mal. Si on aide la population va nous aider, donc on va créer des ONG qui vont superviser des centres de santé. Donc, si on veut à nouveau représenter ça graphiquement, on a le ministère de la Santé, on a un système privé avec les lobbies
en bas, des ONG, qui est complètement déconnecté à l'époque du ministère. Et puis de l'autre côté, on a une série d'organisations internationales qui travaillent avec des ONG. Ce que je pense intéressant là-dessus, personnellement, c'est de surimposer une autre image, c'est ça. C'est-à-dire, ces cercles et ovales de couleurs différentes représentent ce qu'on appelle des logiques institutionnelles. C'est une façon de faire, c'est une façon de voir les choses. Et ça montre bien les priorités qui sont accordées. Donc, si on veut regarder chaque groupement d'acteurs, à quoi il correspond comme logique, ben on se retrouve finalement avec une logique de marché pour nos entrepreneurs sanitaires. Le privé a comme première idée, premier objectif, c'est quelque part de maximiser les profits. Et puis, on avait ces chefs de guerre qui se sont dit, bon, on va mettre en place des ONG, des centres de soins primaires et travailler dessus. Quelque part, c'est pour maximiser de la puissance à travers de l'influence. Et puis, on avait une logique sanitaire qui est celle, et c'est là où c'est intéressant, celle du ministère de la Santé des ONG, en disant, il faut maximiser l'accès aux soins, il faut maximiser le bien public. Donc, et là, à l'époque, on est censé dire, oui, mais on a privatisé le système. Ce n'est pas vrai. Quand on privatise, il y a tout de même un certain nombre de règles. Là, il y avait très, très peu de règles et on était complètement dans du laisser-faire, c'est-à-dire chacun en train d'essayer de maximiser sa fonction d'utilité avec très peu de contrôle. Et puis après ça, donc on ne peut pas remplir sa mission. Il y a une analyse, je pense qu'il y a une analyse très intéressante quand on lit les documents du ministère de la Santé qui dit finalement, le gros problème, on n'a pas d'informations sur le système. On ne sait pas comment il fonctionne. Et pour pouvoir le contrôler, il faudrait savoir un peu ce qu'ils font. Donc, la première tâche de M. Hammer et de son équipe a été de ramasser de l'information. Et je pense la deuxième chose, là je ne suis plus les slides pour terminer à temps. Je pense que la seconde chose intéressante, c'est cette mission stratégique que s'est mis le ministère. Le ministère écrit: je veux offrir à la population un accès universel et équitable aux soins de la santé. C'est un peu surréaliste. On a un ministère qui a très peu de moyens et qui dit non, je veux soigner tout. Et ce que je trouve extrêmement astucieux, c'est de se dire, au lieu de partir à partir de zéro, on va essayer de profiter de ce qui existe et on va l'organiser. Et là, M. Hammer et son équipe mettent en place une série de PPP, de partenariats publics-privés. Et je pense que là aussi, ce qui est très intéressant, ce qui est à remarquer, c'est que c'était avec du privé à but lucratif, qui étaient les hôpitaux, et du privé à but non lucratif, qui étaient les ONG. Et on se retrouve un peu, le ministère retrouve sa centralité, vous le voyez bien ici, a des relations formelles avec le secteur privé. Il devient orchestrateur du système, parce que c'est lui qui commande avec les subventions qu'il est en train de donner au secteur privé et aux ONG. Il est capable, et il se trouve capable d'imposer des normes. Et il se met vraiment à contrôler le système. Et ça explique sans doute. Et la montée en puissance se fait graduellement. Ce n'est pas d'un seul coup, on va aller au top. Graduellement, on assiste au développement d'un système de normes et de contrôle qui finit sans doute par déboucher sur un système de santé de bonne qualité, en tous les cas, selon l'étude que je vous ai montrée. Autre chose qui est très important, je pense, c'est cette loi sur les hôpitaux publics. On dit à un moment donné, sur les hôpitaux publics, on va en faire des hôpitaux semi-autonomes. Et là l'idée, c'est de dire, finalement, il va falloir les gérer un peu comme si c'était du privé, et ils vont avoir le droit d'avoir leur propre contrat. Et je vais prendre un exemple très bref. L'hôpital est un hôpital qui s'appelle La Quarantaine, qui est un hôpital public, qui a réussi à développer une des unités néonatales, si ce n'est pas l'unité néonatale la plus performante du pays. Ça a été fait par un monsieur qui s'appelle Dr Sassi, je ne vais pas partir sur sa biographie, très respecté, grand professeur. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est ce réseau que vous voyez. C'est-à-dire, il s'est mis en réseau avec des ONG, il s'est mis en réseau avec des organisations internationales, il s'est mis en réseau avec la société civile, il s'est mis en réseau avec les universités, de façon à pouvoir capter autant de ressources que possible. Pour un hôpital privé,
c'est assez compliqué. Et à l'époque où on a fait cette étude, la directrice de l'hôpital a dit, finalement, si ça a marché avec le néonatal, ça devrait marcher avec la psychiatrie infantile, ça devrait marcher avec faire la même chose. Et on se retrouve un peu avec ce type de structure où finalement on a un hôpital public au milieu avec des services spécialisés qui sont tenus par des associations PPP avec des ONG. Et si on pousse plus loin, ben, on se retrouve avec le ministère au centre. Si on prend le cas des hôpitaux publics et un réseau. Et c'est pour ça que je parle d'écosystème. Donc, on a la création d'un écosystème où le ministère est en fait un orchestrateur. Et je pense que c'est très important. Là, pour être l'orchestrateur d'un système quel qu'il soit, il faut avoir prise sur les parties prenantes. La prise qu'avait le ministère de la Santé, c'était évidemment les subventions. C'est-à-dire c'est lui qui payait. Avec ces crises, je voulais vous parler des crises, je ne vais pas le faire. La plus importante est la crise financière. Évidemment, le ministère paye en livres libanaises. Pour être gentil avec les hôpitaux privés payent les services en dollars américains. Donc, très vite, il y a eu un mismatch entre ce qu'ils recevaient et ils ne faisaient plus leur profit. Et à un moment donné, en plein Covid, et moi, ça m'avait un peu choqué, il y a eu une espèce de révolte des hôpitaux privés où le président du syndicat des hôpitaux a dit « nous, on n'a plus de Covid ». Et le ministère avait très peu de moyens de coercition. Quelque chose d'autre qui s'est trouvé être intéressant, c'est qu'il y a eu des payeurs parallèles qui se sont mis en place. Notamment dans une région qui s'appelle le Chouf, il y a la personnalité de la région qui a dit non, moi je vais subventionner de ma poche les hôpitaux de la région. Donc on se retrouve, regardez où se retrouve le ministère. Si on veut refaire le mapping général, finalement le ministère est décalé. Si on veut utiliser les termes de ma spécialité, ça c'est une structure distribuée. C'est-à-dire finalement il n'y a plus un acteur central. Si on enlève un des acteurs, ça continue à fonctionner. Quelque part, c'est bien. Mais le ministère perd sa centralité et quelque part, on est dans une forme de décentralisation à l'extrême. Ça assure le rôle, sans doute. À quel prix? C'est peut-être à discuter. Et puis, bon, ça c'était un peu pour terminer. Donc, si on veut résumer un peu le propos, on a au départ un réseau centralisé, ça c'est avant la guerre. On a une gouvernance hiérarchique fixe et on a des ressources. Je termine dans 30 secondes. Ensuite, on a tous ces réseaux, toutes ces différentes structures et on a un développement qui va dans ce sens. Et la question aujourd'hui est de se poser qu'est-ce qui va se passer. C'est la question que je voudrais poser à M. Hamma, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus là. On est beaucoup, tout le monde est dans de la gouvernance collaborative, on n'est plus beaucoup dans de la gouvernance hiérarchique. Donc, on se retrouve dans cette situation avec, j'ai l'impression, de passer d'un réseau décentralisé à ce réseau qui est distribué. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je suis vraiment incapable de le dire. Et c'est la question que je voudrais poser à M. Hamma, qui est avec nous. M. Hamma, est-ce que vous pensez d'abord que c'est effectivement ce qui s'est passé au Liban et ce qui se passe au Liban, cette désagrégation des réseaux autour du ministère de la Santé. Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Merci, Abdelmoula. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est parfait. On va mettre un peu d'aigu dans le haut-parleur parce que vous avez une voix qui résonne, mais ça va, oui, absolument. Bon, merci pour cette présentation vraiment très intéressante. Et tu sais bien que moi, je suis vraiment impressionné par ta connaissance profonde du système de santé au Liban, bien que vous n'êtes pas un professionnel de santé, ce qui est un grand avantage parce que vous donnez une perspective tout à fait nouvelle et intéressante du point de vue management stratégique, analyse d'écosystème
et de logique institutionnelle. Laissez-moi tout d'abord remercier les uns et le... Vous m'entendez? Oui, absolument, absolument. De les remercier pour organiser cette rencontre. Et moi, c'est un grand plaisir pour moi et je suis vraiment honoré d'être ici avec vous. En répondant à ta question, laisse-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec toi, tout simplement pour ne pas ennuyer la question. Vous parlez d'une architecture distribuée qui est une forme de résilience transformative, principalement parce que, comme tu dis, le ministère de la Santé a perdu sa centralité. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce problème parce que, pour moi, le ministère n'a pas perdu sa centralité parce que, tout d'abord, du point de vue structurel, ce qui est inhérent au système de santé, il n'y a rien qui a changé. Le ministère de la Santé est toujours un financeur majeur des services de santé. Et même les arrangements institutionnels qui sont en place, ils sont toujours fonctionnels. Donc, il y a toujours un contrat avec le privé, un contrat avec les ONG pour les soins de santé primaire, etc. Et en plus, même l'exemple que vous avez donné sur la région du Chour. Et vous avez raison de parler d'une structure fractale, parce que cet exemple, il est le même dans d'autres régions. Il y a d'autres partis politiques, il y a d'autres congrégations confessionnelles qui participent au financement des hôpitaux dans la région. Mais pour te dire la vérité, ils ont toujours fait ça, mais maintenant ils le font donc d'une façon plus importante à cause de la crise. Ce qui se passe, il est vrai que le ministère de la Santé a son pouvoir est affaibli. Parce que quand on finance un hôpital à 90% et le patient paye 10% qui est le système opérateur, maintenant le financement du ministère par cas d'hospitalisation représente seulement 10%. Et donc, le patient doit payer 90% de la facture. Donc, comme tu l'as bien expliqué, sa position s'est affaiblie, mais à mon avis, cette position, elle est toujours. D'autant plus que tous les acteurs, même ceux qui jouent un rôle central maintenant au niveau régional, ils veulent que le ministère reste en position centrale, pas seulement le ministère. Et en fait, ce qui était derrière cette relation ministère, hôpitaux et centres de santé, c'était une demande des deux côtés. Il y avait la demande du côté des responsables politiques et confessionnels, parce que dans le but d'utiliser les ressources de l'État pour servir leurs électeurs. Mais de l'autre côté, le ministère de la Santé qui était faible, qui n'avait pas assez de ressources humaines et financières, voulait capitaliser sur les ressources du secteur privé, que ce soit privé à but lucratif ou non lucratif, mais avait une logique différente. C'est de capitaliser sur ces ressources pour servir l'intérêt public. Donc, il y a une demande de deux côtés pour que le ministère ait une place centrale, mais pour deux logiques tout à fait différentes. Une logique sectaire
qui est basée sur le partage de pouvoir et de bénéfices, mais d'un autre côté, une logique institutionnelle qui sert l'intérêt général. Je m'arrête ici pour répondre à d'autres questions. Mais on remarque, docteur Ammar, aujourd'hui, dans le Liban en crise, le système de santé, ce qui reste du système de santé, tient grâce à l'association entre le public et le privé non profitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le filet de sécurité que vous avez essayé d'installer tient grâce aux ONG et aux centres de soins primaires, alors que les hôpitaux privés sont inaccessibles pour la plus grande partie des Libanais. Oui, et on se dit, parce que à cause du pouvoir d'achat qui s'est détérioré suite à la crise que tu as bien expliqué, à cause de la dévaluation de la monnaie et l'impact que ça a eu sur le budget, que ce soit sur le budget de l'État que sur le budget des ménages. Donc, le système fonctionne avec beaucoup de difficultés. Hélas, on n'a plus cette accessibilité universelle à des soins de qualité qu'on avait il n'y a pas longtemps, à cause de cette crise qui est une conjoncture donc économique et financière et qui n'est pas inhérente au système, mais qui est en dehors des frontières du système de la santé. Il est très difficile pour le système de santé de régler une crise qui n'est pas dans ses moyens. Ça, c'est bien expliqué dans ton rapport, en tout cas. Mais ça, c'est, je pense, enfin, ça doit être transitoire, parce que si on va trouver une solution à cette crise économique et financière, le système de santé, il est là, il est fonctionnel, les arrangements institutionnels sont là et sont fonctionnels. Et à votre avis, à partir au moment, si jamais on réussit à améliorer la situation financière et budgétaire du pays, ma foi, tout est là pour reprendre le travail comme à l'accoutumée. Il y a une seule inquiétude, c'est que qui sont les gens au ministère de la Santé qui vont piloter cette relation? Parce qu'en fait, il y avait une certaine logique. Donc, je pense que ça vaut la peine d'expliquer ça. La logique sectaire, la logique des confessionnels était basée sur les rapports de force politiques. Et l'argument majeur était tout d'abord d'ordre d'égalité et d'équité, en disant que, voilà, vous accordez tel budget à telle région, il faut accorder le même budget à notre région. Vous accordez tel contrat à tel hôpital pour telle confession, tel parti politique, nous voulons la même chose. Ça, c'est la logique de partage de pouvoir et de bénéfices. Et l'autre argument que ces forces confessionnelles utilisent toujours, que nous avons des structures de santé qui servent les pauvres. Et c'est vous devrez financer ça. Ce qui n'est pas faux. D'un autre côté, la logique institutionnelle qu'on avait développée était une logique de mérite. C'est-à-dire, bon, vous dites que vous offrez des soins aux pauvres, il faut le démontrer. Donc, quels sont les indicateurs pour montrer que vous offrez des services aux pauvres efficacement de bonne qualité? Et c'est pour cela qu'en face de ces arguments confessionnels, on avait d'autres possibilités que de développer notre capacité d'expertise, nos relations avec des institutions académiques et de recherche, et d'utiliser
En fait, la science passe au professionnalisme. Et, par exemple, quand on a en 2001 lancé l'accréditation des hôpitaux, on a eu appel à des experts internationaux neutres qui sont ni musulmans, ni chrétiens, ni du nord, ni du sud, pour venir établir des standards. Bien sûr, on l'a fait d'une façon inclusive. Tous les partenaires ont participé au développement de ces standards. Et on s'est dit, voilà comment on va sélectionner les hôpitaux. Pas sur une base professionnelle, mais sur une base de mérite basée sur la qualité de soins que vous offrez. Et d'un autre côté, quand on a développé le performance contracting, on a dit, bon, vous servez cette population, très bien, on va mesurer ça. On a développé des indicateurs de performance. Et moi, je me rappelle, en 2013, quand on a lancé ce projet, on l'a lancé après avoir publié un article dans un journal scientifique pour proposer les indicateurs qu'on va utiliser pour évaluer ces hôpitaux, pour faire des contrats et des allocations budgétaires en se basant sur ces indicateurs. Et on a invité les hôpitaux dans cette salle même pour parler de cet article et on a commencé à discuter les indicateurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amené des gens qui réclamaient leurs droits par leur appartenance régionale, confessionnelle, politique à notre territoire scientifique et ils étaient là obligés à discuter les indicateurs. Et c'est comme ça qu'on a pu imposer ces indicateurs. Donc, en bref, on a remplacé cette logique sectaire par une logique de mérite basée sur la science. Ça, ce sont des exemples. Et pour retourner à ta question, il faut cette équipe qui se démantèle malheureusement. Enfin, il y a beaucoup qui ont quitté. Il faut savoir construire cette équipe qui était formée de gens qui travaillaient en même temps dans des universités, qui faisaient des recherches, qui faisaient de la publication, des fonctionnaires du service civil, mais qui avaient des compétences de recherche et qui pouvaient avoir la légitimité scientifique pour contrebalancer ce pouvoir politique et confessionnel de ces gens. À mon avis, ça c'est un élément critique. Je ne sais pas comment on pourra le faire, mais le système, il est là, comme j'ai dit, et il est toujours fonctionnel. Donc si je comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y avait une logique sectaire de distribution de dire d'accord, on va distribuer le gâteau, mais sur d'autres bases qui sont des bases techniques. Mais ma question, ça a marché parce que vous teniez les cordons de la bourse, et dans la bourse, il y avait quelque chose de valuable. C'est-à-dire qu'à l'époque, les subventions que vous étiez en train de donner, en fait, pratiquement votre ministère a fait vivre une bonne partie du privé. Mais quand il n'y a plus ce pouvoir coercitif que donne l'argent et la possibilité de dire je paye en fonction de ces critères, quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution? Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Tu peux le répéter? Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que le ministère a réussi sous votre direction à faire basculer la logique sectaire à une logique scientifique technique. Et je suis en train de dire, ça a marché sans doute parce que le ministère tenait les cordons de la bourse et parce que nombre d'hôpitaux privés vivaient grâce aux subventions du ministère. Est-ce que c'est possible d'avoir un processus du genre quand, ma foi, on n'est pas capable d'avoir l'effet coercitif de punition, si on veut, que donne l'argent? Oui, en fait, toute cette relation avec
les hôpitaux et les centres de santé étaient basés sur des contrats et sur des incitations, des motivations souvent financières. Et comme j'ai dit, puisque le système de couverture sociale n'a pas changé, donc le ministère de la Santé aura toujours sa place comme un financeur majeur de ces structures privées, donc pourra toujours utiliser les mêmes incitations et motivations pour piloter le secteur et le diriger dans le sens de servir l'intérêt public. Maintenant, il y a des projets de créer une seule autorité pour le financement, pour éviter cette fragmentation de financement. Moi, je ne crois pas que ça va aboutir, mais si jamais ça aboutira, il faudra trouver une autre solution parce que le ministère de la Santé aura perdu un levier très important pour la réforme, pour la régulation, qui est le levier financier. Et tu as bien raison que c'est une question très, très délicate. Une dernière question avant de passer la parole à M. Cherifi. Sachant qu'on court vers une crise financière, on est en 1990, et puis vous avez une boule de cristal, et puis vous voyez que, ma foi, en 2020, il va y avoir une crise financière. Qu'est-ce que vous feriez de différent? Vous feriez la même chose, vous reconstruiriez le secteur de la même façon, ou il y a des choses différentes que vous feriez? Écoutez, moi j'étais en position il était de mon devoir de prévoir des épidémies, des problèmes de santé inattendus, de planifier pour des surprises dans le système de la santé. Et comme vous l'avez remarqué, le Liban, il a bien réagi à l'épidémie de Covid. Absolument. Parce qu'on était préparé à ce risque. Maintenant, est-ce que le ministère de la Santé ou n'importe qui au ministère de la Santé peut prévenir une crise financière ou trouver un remède à une crise financière? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que cette crise, elle touche à la fois le gouvernement et les ménages. Mais, donc, il faut laisser aux gens, aux responsables politiques qui étaient là à l'origine de cette crise, de trouver la solution à cette crise. Ce n'est pas possible de trouver une solution technique de santé à une crise financière et économique. Merci beaucoup, Walid. Et je vais poser directement la question à M. Cherifi, qui est près de moi. Pour un pays comme votre pays, et dans une situation tout de même stable, où les choses marchent plutôt bien, quelle est la leçon éventuellement qu'on peut tirer de l'expérience libanaise? Est-ce que tout ce qu'on vient de raconter, pour être plus direct, est-ce que tout ce qu'on vient de raconter est utile hors du Liban? Je pense que le contexte est un peu différent, et un peu pour un peu structurer ma présentation, je vais faire une petite présentation donc, sur notre système, le système national de Marocain, de mon pays. Je profite de cette opportunité pour remercier les participants qui nous regardent à distance, qui nous vivent à distance, qui sont au nombre, je pense, c'est un peu plus de 56 personnes. Donc, oui. Ça sera rapide, donc. Alors, comme vous savez, donc la composition d'un système de santé, donc la plupart des systèmes de santé nationaux, ils sont composés par le secteur public, le secteur privé, et bien sûr un secteur parallèle qui est le secteur traditionnel et un secteur informel. Les systèmes de santé remplissent principalement 4 fonctions essentielles, comme vous savez, donc les prestations de services avec la disponibilité des médicaments, la création des ressources, y compris l'information, le financement et la gestion administrative ou le leadership.
avec ces différentes fonctions, on s'adapte parfaitement avec le modèle de l'OMS qui est de 6 fonctions. Donc, on les retrouve dans ces 4 fonctions, le leadership ou stewardship, les ressources humaines, le financement, c'est-à-dire les ressources financières, les prestations de services et le système d'information du système donc, de santé. Un système toujours de santé nationale se compose, comme c'est le cas au Maroc, d'un niveau périphérique qui correspond aux structures opérationnelles, c'est-à-dire que c'est l'interface avec la population marocaine. Et ça commence par les soins de santé primaire. Il y a un niveau central qui est constitué généralement avec le cabinet du ministre, le secrétariat général, les directions techniques, et ils n'ont pas une action directe donc, de prise en charge des malades. Donc, c'est tout ce qui est stratégique. Le système national de santé marocain, il est composé de, si on peut dire, de 2 secteurs, le secteur privé et le secteur public. Dans le secteur public, il y a le réseau des soins de santé enfin de base ou bien primaire. Il y a le réseau hospitalier, on a 3 catégories donc, sur le plan du statut. Il y a des hôpitaux régis qui sont financés à 100% par l'État. Ils sont très peu, ils sont en train de disparaître. Il y a le SEGMA, donc c'est la semi-autonomie, donc il y a la subvention de l'État et bien sûr il y a des recettes des hôpitaux, ce sont les plus nombreux. Il y a les centres hospitaliers universitaires qui ont une autonomie avec un conseil d'administration. Il y a les services de santé des forces armées royales, donc, qui existent un peu dans les grandes villes du pays. Il y a les bureaux communaux et municipaux d'hygiène, c'est les collectivités qui ont des services, surtout c'est pour l'hygiène des milieux, etc. Dans le secteur privé, on a 2 catégories. Le secteur privé à titre lucratif, avec les hôpitaux de soins de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui ne le sont plus parce qu'on ne peut pas être financeur et en même temps prestataire de soins. Il y a les mutuelles, il y a les hôpitaux de l'Office chérifien du phosphate, qui est la plus grande entreprise du Maroc, donc, qui génère de la richesse. Donc, pour le Maroc, il y a l'Office national d'électricité, que ce sont des organismes, donc de grands organismes qui ont des services de santé. Il y a les cabinets dentaires et des laboratoires d'analyse des mutuelles, il y a les hôpitaux des centres de santé du Croissant-Rouge, les hôpitaux et centres de soins des ligues et des fondations. Je donne l'exemple de la fondation Cheikh Khalifa et la fondation de Cheikh Zayed. Il y a donc sur le secteur que ceux qui sont à but lucratif, ce sont les hôpitaux, les cliniques qu'on trouve donc un peu partout, donc les opticiens, les officines, les pharmacies, etc. Donc tout ça, donc c'est où l'État il a un rôle central dans la régulation de cette offre de soins. L'organigramme, si on peut dire, pour résumer comment il est composé, notre système de santé, il est composé de 4 réseaux. Il y a un réseau des établissements de soins de santé primaire, c'est un peu plus de 2900 centres de santé. Il y a le réseau hospitalier avec un peu plus de 150 hôpitaux au Maroc avec différentes catégories. Il y a le réseau intégré des soins d'urgence médicale, c'est le résume, donc avec des unités d'urgence de proximité au niveau des soins de santé primaires jusqu'aux les urgences des CHU. Il y a le réseau d'établissements médico-sociaux. C'est un 4e réseau, donc c'est tout ce qui concerne donc les centres d'addictologie, donc la santé des jeunes, etc. Donc, c'est un peu comment la composition de notre système. Donc, la population, le premier accès, l'interface avec le système de santé, c'est à travers le réseau des établissements de santé primaire, c'est la première ligne. Donc, il y a une filière. Donc, s'il y a besoin, donc on passe au niveau du premier recours, c'est les centres hospitaliers provinciaux. Et sinon, donc, à notre niveau, c'est les hôpitaux de 2e recours et les centres hospitaliers régionaux, c'est au niveau des 12 régions. Et il y a bien sûr les hôpitaux universitaires, donc interrégionaux. C'est le niveau supérieur. Bien sûr. Ici, j'ai fait ce slide pour montrer un peu l'évolution de notre système de santé. Donc, ça a commencé après l'indépendance, donc en 1959. Donc, ça a commencé avec la couverture mobile, des soins mobiles, des unités mobiles, la lutte contre des épidémies, des infrastructures, la nationalisation des ressources humaines, un certain nombre d'actions.
C'était le départ de la mise en place, si on peut dire, d'un système national de santé publique avec la conférence d'Almata, donc sur les soins de santé primaire en 1978. Donc, en 81, c'était le démarrage de la première réforme au Maroc avec des politiques sur les soins de santé de base, donc aussi la prévention, le renforcement des programmes sanitaires, etc. En 94, on a eu la deuxième réforme on a commencé à créer des régions, si on peut dire, mais il n'y avait pas de direction régionale, mais c'était des coordonnateurs de régions. Donc, un chef-lieu d'une région, donc la province qui est chef-lieu, c'est elle qui fait la coordination entre les différentes provinces. Il y avait eu l'avènement de la couverture médicale de base, donc l'assurance maladie. Il y a la réforme hospitalière, donc avec un certain nombre de projets avec l'Union européenne et la Banque mondiale. En 2011, donc c'était la constitution du Maroc, donc le pays, donc il a voté sa nouvelle constitution qui a été actualisée avec l'article 31 qui donne le droit à l'accès à la santé pour toute la population marocaine. En 2013, en août 2013, il y avait eu la deuxième conférence nationale donc, au Maroc, donc après celle de 1959, donc avec le régime d'assistance médicale des économiquement démunis. Donc c'est un système donc de financement donc des pauvres, donc des personnes qui sont indigents. Et il y avait une tidara, donc c'était une collecte donc des besoins à travers la population. C'était des discussions, des débats qui étaient pendant plusieurs mois avec la population, avec les organismes, les ONG, etc., pour pouvoir recueillir quelles sont les doléances et les besoins de la population. Il y avait eu l'édition de livre blanc, avec bien sûr sur le plan de la formation, il y avait la transformation de notre école, l'École nationale de santé publique, du statut de l'INAS, l'Institut national d'administration, à une école de l'enseignement supérieur avec un décret qui en suit. Donc c'est l'École nationale de santé publique. Et il y a également la transformation des écoles de formation des techniciens et des infirmiers. Donc c'était les ICS, maintenant c'est les ISPIS, donc avec donc si on peut dire, maintenant, actuellement, c'est la refonte. Donc, on est dans une autre phase, c'était la refonte. Et cette refonte, il se base sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la gouvernance, donc des actions sur la gouvernance. Et deuxième, c'est les ressources humaines. La troisième, c'est l'amélioration, la mise à niveau de l'offre de soins. Et la quatrième, c'est la digitalisation. Bien sûr, si on se réfère donc aux 8 étapes de Kotter, donc sur la gestion du changement, ça commence toujours par la création, si on peut dire, d'une situation d'urgence. Eh bien, cette situation d'urgence a été créée par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Donc, c'est vraiment donc qui était le point précurseur justement pour aller donc dans cette refonte qui est en train d'être donc concrétisée sur le terrain. Alors, cette réforme, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 piliers: la gouvernance, les ressources humaines, l'offre de soins ou l'offre sanitaire et la digitalisation du système de santé. Pour la gouvernance, il y aura donc la création d'une haute autorité de santé qui agira sous forme d'une agence autonome placée sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il y aura la création de 12 groupements sanitaires. En France, c'est les GHT, le groupe hospitalier donc, sanitaire. Donc, c'est les groupes donc, GST, donc les groupes sanitaires territoriaux. Bon, pourquoi sanitaire et non pas? Parce qu'il inclut même les soins de santé primaire. Ils seront implantés au niveau des régions. Il y aura la création d'une agence des médicaments. Actuellement, il y a une direction, enfin, il y a un centre national une direction des médicaments. Donc, ça sera donc, on aura le statut d'une agence. Il y aura la création de l'agence du sang. Maintenant, c'est un centre national de transfusion ici à Rabat, avec des antennes au niveau des différentes régions. Donc, il y aura un statut donc d'agence. Le développement des ressources humaines, donc c'est dépassé en 2025 les objectifs de l'OMS qui sont de 24 médecins pour 10 000 habitants, accorder à un médecin un salaire fixe. Donc tout ça, c'est en cours donc de discussion au niveau du Parlement. Donc ça sera donc avec des textes de loi, des décrets d'application. Ça sera ce qui est inscrit, c'est un salaire fixe en plus d'un salaire variable selon la production donc
du médecin donc, et du personnel de santé. Les hôpitaux donc, auront par ailleurs le droit de conclure donc, des contrats de travail avec des médecins du secteur privé. Donc, on aura toujours cet achat donc, de services qui a déjà commencé. Donc, il y a cette expérience au Liban. L'exemple le plus qu'on donne toujours, c'est surtout lorsqu'on a commencé à acheter les séances d'hémodialyse donc pour les populations démunies, pour un peu éponger toutes les listes d'attente qui existaient au niveau du territoire marocain. La mise à niveau, bien sûr, de l'offre de soins, donc avec un certain nombre de centres de santé, un projet donc avec un grand budget conséquent en cours de réalisation maintenant. Il y a les créations de nouveaux donc, centres et nouveaux hôpitaux selon le schéma régional de l'offre de soins au niveau des différentes régions. La digitalisation, c'est la mise en place d'un système informatique intégré à toute filière de la santé, y compris bien sûr les différents établissements de santé et même les caisses d'assurance. Le projet prévoit également bien sûr pour que ça réussisse la formation, l'amélioration des compétences professionnelles donc en matière d'installation du matériel et de maintenance. C'est ça, donc c'est un petit résumé de notre système de santé rapidement. Donc on n'est pas entré dans le détail, mais sur un autre créneau, donc je veux surtout intervenir sur le développement lorsqu'on a parlé du développement du système de santé, surtout avec ces situations de crise. Donc dans son évolution, donc, on peut dire que le champ de la santé publique, il a connu 3 grands changements, si on peut dire. Le premier changement, c'est son ouverture, puisque le règlement sanitaire international de l'OMS a introduit une notion qui s'appelle les urgences de santé publique à portée internationale. C'est une nouveauté, donc il englobe tout événement dangereux et non pas seulement les épidémies. Ça, c'est le premier constat. Deuxième changement, si on peut dire, la résolution s'appelle maintenant sécurité sanitaire internationale mondiale, avec comme outil la diplomatie sanitaire. Donc, si on peut dire, c'est une coopération internationale entre les ministres, même des ministres des Affaires étrangères, non pas seulement des ministres de la Santé, même et on a vu ça pendant la Covid, et qui est organisée autour de la santé et de la surveillance épidémiologique et de la veille sanitaire. Troisième élément de ce changement, c'est qu'on est passé de l'approche classique, qui est basée sur dépister un risque, le surveiller avec le développement de programmes, sur des programmes verticaux, pour lutter contre cette maladie. Eh bien, cette approche, elle a changé, donc c'est une approche maintenant sécuritaire. Troisième, donc si on peut dire que ces 3 changements ont fait que la santé publique, il a changé de paysage. Et donc, la responsabilité en matière de gouvernance est devenue plus large. Et donc, la gouvernance est devenue mondiale. Et par conséquent, ce n'est plus évident comme développer un système comment est-ce qu'on peut développer un système de santé. Donc, tout ça, donc, va nous amener à réfléchir comment est-ce qu'on peut développer un système de santé donc à travers ces nouveautés. Donc, la difficulté pour le développement d'un système de santé, c'est la question quel équilibre on fait entre la santé mondiale et l'accès aux soins. Donc, un système, donc il va être ouvert, il va se concentrer sur le territoire donc pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et de l'autre côté, à l'intérieur de chacune, quel équilibre on peut faire pour les ressources. Donc, ce sont des questions donc, qu'on doit les prendre en considération pour pouvoir faire évoluer donc, notre système de santé. Alors, c'est pour cela qu'à partir de 2014, la communauté mondiale internationale, il a sorti le concept de la résilience des systèmes de santé. Alors, pour vous résumer donc la résilience, donc qu'est-ce que c'est que la résilience des systèmes de santé? La résilience, c'est un système qui est résilient, c'est un système, premièrement, qui a un bon système de surveillance et de riposte. Ça, c'est... Donc, il y a des outils qu'on doit mettre en place pour pouvoir assurer. Deuxième élément, donc, pour qu'un système soit résilient, c'est un système qui sait préserver le reste du système, même en situation de crise. C'est-à-dire, il doit répondre aux besoins essentiels de la population. Lorsqu'il y a la crise,
Mais il y a les autres maladies, donc il y a les urgences, autres urgences, il y a les maladies non transmissibles, etc. Donc, ce sont des personnes qu'on ne doit pas les perdre de vue. Et par conséquent, pour parler que c'est un système qui est résilient, donc il faut que ce système, il assure ses fonctions, ses soins essentiels pour la population. Et le troisième élément, donc, pour avoir un système résilient, c'est un système qu'on peut appeler, qui apprend, qui est apprenant, c'est-à-dire qui tire les leçons de ce qui se passe au niveau du pays et qu'est-ce qui se passe au niveau d'autres pays pour pouvoir prendre les mesures adéquates et qu'ils soient encore beaucoup plus résilient. Je pense que j'ai répondu un peu à la question. Si vous avez d'autres. Je pense honnêtement, docteur Chrifi, vous avez entièrement répondu à la question. Le temps est en train de partir. On a pris un peu plus de temps que prévu. Je pense que le propos était tout de même suffisamment intéressant. Ce qui me semble important, c'est que pour nous, scientifiques, ça ouvre tout de même des voies de réflexion. C'est-à-dire, moi, en écoutant M. Chrifi, je me suis dit, bon, d'accord, on est sur une santé mondiale, résilience mondiale, mais toujours, je reviens à mon pays. Je sais que le Covid en France était la catastrophe absolue. Je sais que le Covid au Liban, au moment où la crise financière a commencé à se manifester, c'était toujours quelque chose d'important, mais secondaire par rapport à la résilience journalière des habitants. Et je me dis que le Liban est peut-être une espèce de caricature d'une mauvaise situation parce que c'est énorme, mais finalement, des systèmes de santé qui boitent. Vous avez la chance, on vient de le voir au Maroc, d'avoir un système qui tient la route, qui est bien organisé, et je vous envie pour ça, je trouve que c'est très, très bien. Mais il y a d'autres pays, d'autres économies émergentes où les systèmes de santé boitent, et par moments, je me demande s'il n'y a pas un système de santé à deux vitesses, dans le sens où il y a des pays où il y a un délabrement économique, et M. Ammar nous a bien dit, bah, moi, je suis capable d'avoir des mesures contre les maladies, les épidémies, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse face à une crise économique? Il a raison. Mais ça montre bien qu'à un moment donné, un système de santé est démuni en face de certains événements. Et il y a beaucoup de pays où c'est démuni. Et puis, je pense, et je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Chrifi, je pense que le discours de M. Ammar souligne tout de même que le métier de directeur d'un ministère, directeur d'un institut, a tout de même des éléments très politiques. C'est-à-dire, une bonne partie du discours de M. Ammar était de dire ben moi, je me suis trouvé confronté à une logique sectaire de partage de gâteaux, et mon rôle a été d'échanger, de faire basculer les normes de façon à assurer la scientificité de la médecine. Monsieur Chrifi parlait de diplomatie sanitaire au niveau global. J'ai l'impression qu'aussi, au niveau local, il y a aussi une certaine forme de diplomatie ou de discours à la recherche de compromis qui permettent au système de santé de s'établir en dépit des appétences politiques de certains acteurs. Je pense que c'est aussi ça à retenir, et éventuellement la bonne nouvelle, parce qu'il faut bien des bonnes nouvelles de temps en temps. Toujours quand j'écoute M. Ammar, c'est de se dire finalement, si un système de santé est bien structuré, et c'est ce que vous avez dit aussi, M. Chrifi, s'il est bien structuré, il est résilient. C'est-à-dire même dans une situation extrême comme la situation du Liban, la structure est là, les principes sont là, les process sont là. Ils sont passés aujourd'hui à cause des circonstances économiques, ils ont été un peu enterrés, mais le discours qui, je trouve, est optimiste, c'est de se dire, bah, finalement, si jamais on revient à la normale, tout est là pour reprendre et réédifier. Et c'est un peu ce que vous dites, M. Chrifi, et je pense que ça, c'est un message d'espoir. Et là, ce que je propose, je vais arrêter de parler, je parle beaucoup. Ce que je propose, et monsieur en face de moi est en train de dire, ouais, tu parles beaucoup. Et il a bien raison.
Ce que je vous propose, c'est éventuellement de prendre quelques questions à Beyrouth. En France, il y a quelqu'un qui est présent sur le site français et évidemment dans l'amphithéâtre, de prendre quelques questions à M. Ammar et à M. Chrifi et éventuellement, éventuellement de continuer la discussion après off. Madame Souka, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, il n'est pas. Vous avez des questions? J'avais une question sur, il y avait une remarque sur le questionnaire d'une jeune femme, j'imagine, libanaise, qui est en train de me dire, ouais, mais attends, c'est grâce au privé que tout marche. Le privé, l'initiative privée, sans doute, mais ça revient à un avis personnel. L'initiative privée est évidemment importante, mais je pense que l'initiative privée, si elle n'est pas encadrée strictement par une notion de bien public, a tendance à dériver. Et je pense que les équilibres, personnellement, et c'est un peu ce qu'a dit M. Ammar, c'est ce que M. Chrifi dit aussi, oui, bien sûr, le privé doit être là, oui, le privé est un moteur, mais il faut encadrer le privé pour éviter les dérives. Et Madame, vous êtes visiblement libanaise, on vit au Liban tous les jours les dérives d'un système privé qui n'a plus de contrôle. Donc oui, bien sûr, du privé, mais surtout du privé encadré, comme ça se fait par exemple au Maroc, où il y a une structure qui est, me semble-t-il, bien précise et qui encadre l'activité privée. Je ne sais pas, Walid, si tu veux réagir à ça. C'est sûr, oui, le privé a joué un rôle très important au Liban, mais comme tu l'as bien dit, l'intervention du ministère, d'ailleurs, quand on parle de gouvernance collaborative, c'est que toute la politique hospitalière, on l'a fait avec le secteur hospitalier. Et tout ce qui est soins de santé primaire, on l'a fait avec les ONG, qui sont l'acteur principal à ce niveau. Donc, on fait une prise de décision ensemble et on exécute ensemble. Donc, ça, c'était la caractéristique du système de collaboration entre le public et le privé. Comme j'ai bien expliqué, on est sorti de la guerre civile au Liban avec un privé qui est très fort, avec une société civile qui est très importante. On n'a pas capitalisé sur ces ressources, on n'a pas dupliqué, on a construit beaucoup de trucs, bien sûr. Certains ont réussi, certains n'ont pas réussi, mais on a compté surtout sur le privé et sur cette collaboration entre le privé et le public. Merci beaucoup, M. Ammar. Est-ce que dans la salle, il y aurait une question? Oui, bien sûr. Venez vous faire entendre. Merci beaucoup, professeur Abdelmoula. Je me présente, je suis docteur Bouchra Al-Sarak pour les gens qui sont en ligne. Alors, je suis directrice adjointe chargée des études à l'École nationale de santé publique. Merci beaucoup pour cette présentation du système de santé libanais. Et si j'ai des choses que j'ai vraiment retenues à travers votre présentation ou les interventions de professeur Walid, c'est qu'il y a une forte présence des ONG et du secteur privé dans le système de santé. Ma question, à travers votre expérience, est-ce que ce partenariat, parce que le Maroc n'a pas cessé, vraiment, on parle de ça depuis longtemps, est-ce que c'était un choix ou une nécessité pour le Liban? Aussi, quelles sont les leçons à tirer de son mode de collaboration qu'on peut aussi en apprendre parce qu'on est maintenant avec la refonte de notre système, on a beaucoup d'ambition de ce partenariat public-privé, surtout qu'au Maroc, on a le système public qui a le maximum d'effets ou d'intervention auprès de la population, quoique le secteur privé ne cesse pas de progresser.
Alors, quelles sont les leçons à tirer de ce mode de collaboration, de partenariat et quel est le degré surtout de pérennité des actions? Surtout, quels sont les mécanismes mis par le système de santé libanais pour assurer cette pérennité, surtout dans le volet avec les ONG? Et merci. Oui, moi je pense que le secteur, enfin, toute la politique de santé est basée, dépend du contexte. Et comme dans chaque pays, il y a un contexte différent, donc il faut s'adapter au contexte. Le point de départ au Liban, c'était un secteur public, un secteur privé qui est fort, qui s'est développé, et un secteur des ONG, une société civile qui est très active. Ça, c'était un point de départ. Mais moi, mon conseil, c'est que dans n'importe quel pays, si le secteur privé n'est pas développé, il est le devoir de l'État de créer un environnement propice pour que le secteur privé se développe. Et surtout aussi les organisations de la société civile. Mais il faut savoir que la capacité de régulation du ministère de la Santé est très importante. Parce qu'un secteur privé, il doit être régulé. Et l'État doit être capable de faire cette régulation. D'ailleurs, au Liban, il était clair, il y avait une demande du secteur privé d'être régulé. Donc, ils étaient associés à toutes les lois, toutes les régulations qui ont été faites à cet égard. Donc, c'est une contrainte, mais c'est aussi une demande du secteur privé. Et la situation idéale, c'est de créer une collaboration entre les deux secteurs. Quand je dis collaboration, c'est associer donc ces partenaires, que ce soit le privé à but lucratif ou à but non lucratif, de les associer dans la politique, dans les décisions qui les concernent, parce que en fin de compte, c'est eux qui vont exécuter ces régulations. Merci. Je voudrais, Walid, rebondir un peu sur votre réponse. Il y a quelques mois, à l'ESA, on a fait une conférence sur la gouvernance des ONG. Et puis, on avait dans la salle, évidemment, toutes les grandes ONG du pays. Et je me rappelle, en fin de séance, après qu'on ait tous parlé des normes de gouvernance, etc., il y a le directeur d'une ONG, Ramel, je pense, qui nous a dit, mais attendez, aujourd'hui, la situation risque d'être différente parce que les ONG reçoivent en fait leurs fonds de l'étranger. Et avec la crise de l'Ukraine et les problèmes que cela va entraîner en Europe, on risque de voir tout l'argent redirigé sur des ONG qui travaillent plutôt sur le continent européen que dans nos pays, ce qui fragilise tout de même le recours aux ONG, non? Oui, mais les ONG ne doivent pas seulement dépendre de donations de l'étranger. Ils doivent avoir des mécanismes de fundraising local. Et en fin de compte, c'est le capital humain qui compte, pas seulement le financement. Donc, ils ont un potentiel qui est très, très important. Quand on a eu le blast, le Root Blast, donc c'était les ONG qui ont répondu tout de suite aux besoins de la population. Donc, il y avait un volontariat extraordinaire et la collaboration entre le public et le privé. Enfin, quand on a eu le Covid-19, c'est le secteur public qui a réagi. Et quand on a eu l'explosion de Beyrouth, c'est le secteur privé qui a réagi. Et dans les deux cas, la société civile a joué un rôle très, très important. Enfin, le financement, il est important, mais ce qui est important aussi, c'est le capital humain et c'est la capacité de mobiliser tous ces gens en cas d'urgence
et en cas de situation exceptionnelle. D'accord, donc indirectement, vous êtes en train d'évoquer un passage progressif d'un modèle ONG comptant sur des financements étrangers plutôt philanthropiques à une espèce de ce que les Américains ou les Anglais appellent le social business, où nous avons à ce moment-là des entités qui sont en train de dégager du chiffre d'affaires qui permet de soutenir leur fonctionnement tout en ne faisant pas de profit. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'expériences au Liban et ailleurs où les ONG ils font du business, ils sont en fin de compte à but non lucratif, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas générer des fonds pour combler le déficit qu'ils peuvent avoir dans certaines actions, par exemple dans le domaine de la santé. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup à Beyrouth, à Paris. Et je pense que je vais laisser le mot de la fin à M. Chrifi. En tout cas, merci pour votre présence. Merci pour votre participation. Avant de clôturer, enfin, seulement je veux ajouter donc un certain nombre d'éléments. Donc, suite à la question du Dr Assarak concernant le privé. Effectivement, donc le Maroc, donc actuellement, donc il y a beaucoup de chantiers actuellement de l'implantation du secteur privé, aussi bien des hôpitaux que des cabinets. Donc, et comme vous savez, donc un système de santé solide, donc il doit avoir un certain nombre de fondements. La première, c'est avoir une plateforme santé, c'est-à-dire l'offre de soins. Pour que même s'il y a un événement, une situation de crise, donc il peut résilier, donc il peut résister à ça. Deuxième élément, c'est le plus important, c'est les ressources humaines, aussi bien en quantité qu'en qualité. Il y a également, troisième élément, c'est le financement, c'est très important. Et comme vous savez, au Maroc, l'expérience qu'on a vécue au Maroc, c'est la création par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, du fonds de solidarité. Donc, c'est grâce à ce fonds, beaucoup de choses ont été faites. Il y avait le financement des personnes qui ont perdu leur emploi, il y a l'appui, il y a l'achat des équipements, des scanners, des lits de réanimation, donc tout ça, des médicaments, le vaccin, etc. Donc ça, c'est une expérience marocaine qui a vécu. Pour le secteur privé, lorsque j'ai parlé du premier pilier qui est la gouvernance, donc, il y aura la création des groupements sanitaires territoriaux au Maroc, donc il y aura 12. Le texte, donc l'arrêté, d'application il est en cours, mais ça va se passer comme ça. Et comme vous savez, donc, ces groupements sanitaires territoriaux, c'est un produit purement marocain. Donc, on n'a pas copié ce qui se passe en France de GHT. Parce qu'il y a le GHT, donc c'est un produit purement marocain une réorganisation de la gouvernance marocaine. Et dans cette entité de gouvernance, on a deux éléments. Il y a le premier outil de planification, c'est le SROS, c'est le schéma régional de l'offre de soins. Ça, c'est un peu le statique, c'est un inventaire de ce qui existe au niveau de la région. Et on voit le cadre normatif et on essaie de voir quels sont les écarts qui ont fait. Il y a le deuxième élément qui est un peu dynamique, c'est ce qu'on appelle le PMR, c'est le projet médical régional. Alors, ce PMR, il essaie un peu de réguler cette offre de soins au niveau de ce GST, même avec le privé. C'est pour cela, donc même on peut faire des achats. Donc, c'est au niveau de ce PMR, il y aura donc des filières, il y a des parcours coordonnés de soins, il y aura des pôles d'excellence au niveau d'une région. Et dans ce contexte, on aura à impliquer le privé, et c'est pour cela, donc, parce que le problème du privé, c'est comment on finance, c'est l'accès financier de la population. Actuellement, donc à partir du 1er décembre, toutes les personnes qui sont des pauvres, qui étaient dans le système du RAMED, ils ont basculé vers un régime comme nous tous, comme les fonctionnaires, donc c'est dans le cadre de l'AMO. Donc, on est à plus maintenant de 72% des Marocains qui sont couverts et on espère d'ici 2025 avoir les 100% des Marocains qui seront donc pris. Donc l'accès aux services du privé, ça ne sera pas un problème. C'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre, qui est démuni, il peut aller dans une clinique, il peut bénéficier de ces prestations et c'est l'État qui paie. Donc ça, c'est un mot que je veux ajouter.
Donc, en fin de ce webinaire, donc je suis content que c'est le Liban qui a fait le premier pas donc, pour pouvoir organiser ce. Merci beaucoup pour ça. On est donc au niveau de notre réseau, donc on est donc une famille, donc tous les établissements, donc on se mutualise bien sûr pour un peu créer de l'évidence scientifique, donc pour être au service des différents systèmes de santé dans les pays francophones et les établissements qui sont des adhérents. J'espère qu'on aura d'autres établissements qui vont y adhérer. J'étais très content donc d'écouter avec beaucoup d'attention le professeur Ammar, donc que je ne connaissais que à distance, mais c'était une opportunité de le connaître. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir physiquement et ça sera un plaisir pour nous. Le Liban, c'est un pays qui est cher pour le Maroc, ça c'est une réalité. Et encore, je suis très content donc d'avoir participé avec vous dans ce webinaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'organiser le deuxième, parce qu'en 2023, dans la prochaine réunion donc, de notre bureau, le bureau du réseau, donc on va faire un plan d'action des différents webinaires qui seront donc réalisés au cours de l'année 2023. Donc je remercie toutes les personnes qui ont les intervenants, tous les participants, aussi bien en présentiel qu'à distance, et je vous donne rendez-vous à la prochaine webinaire et merci.